Salut tout le monde et bienvenue au webinaire du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes, un forum que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes IGNET pour offrir des opportunités, pour offrir de l'aide, pour offrir également des ressources aux journalistes scientifiques et aux journalistes qui couvrent cette pandémie mondiale. Chaque semaine, nous organisons des webinaires pour outiller les journalistes. Et aujourd'hui, notre webinaire porte sur la sécurité des journalistes. Pour les participants qui nous suivent dans le groupe privé du forum, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Et pour ceux qui nous suivent dans l'application Zoom, vous pouvez mettre vos questions dans la barre de chat qui est juste en bas de votre écran. L'un des modérateurs de ce forum va me transmettre ces questions que je vais à mon tour soumettre au panéliste qui va répondre à votre préoccupation. Comme je viens de le dire aujourd'hui, le thème de notre webinaire porte sur la sécurité des journalistes et nous avons l'honneur de recevoir un grand expert, Monsieur Djibril Seydou, qui a eu un très grand parcours. Il est diplômé en communication, journalisme et sciences politiques. Il a travaillé comme journaliste pour plusieurs médias, de collaborer avec des agences de presse étrangères, dont l'agence africaine, l'agence onusienne IRIN et l'agence américaine Bloomberg. Il faut préciser que M. Djibril a travaillé également comme spécialiste en communication pour des agences du système des Nations Unies, telles que la FAO, l'OMS, l'UNOPS et le PNUD au Kenya et au Sénégal. Il a été chargé de conférences au bureau Afrique de l'Ouest à Dakar de Ametrade Ltd, un organisme britannique spécialisé dans les investissements, les grandes conférences et le marketing minier industriel. À ce titre, il a réalisé plusieurs projets de marketing dans le domaine des mines, notamment au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et au Niger, et en Guinée. Il a également été chef de projet francophone pour la 6e conférence africaine sur les partenariats publics-privés, Africa PPP, en collaboration avec la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il est consultant et il a été formateur pour CFI, l'Agence française de développement des médias. Il est co-auteur de plusieurs études et analyses sur l'éthique, les médias et les droits humains et modérateur au niveau régional et international de conférences. Et M. Djibril, depuis 2016, travaille à International Media Support, IMS, dont il est actuellement le coordonnateur régional pour le Sahel, pour les pays du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Et il est aussi sollicité comme professeur vacataire pour des écoles et instituts supérieurs. C'est un honneur que vous nous faites, M. Djibril, d'accepter notre invitation pour participer à ce webinaire francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui de la sécurité des journalistes. Et la première question que j'aimerais vous adresser, c'est de savoir si, au cours de cette pandémie au Niger, vous avez eu des cas de menaces de sécurité des journalistes qui couvrent cette crise. Merci Kossi Balao. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi pour cette invitation à intervenir dans ce webinaire qui est relatif à la sécurité des journalistes en lien avec le COVID-19. Pour le cas spécifique du Niger, disons qu'à l'instar de la plupart des pays, pour être assez restrictif, des pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger a connu l'épidémie du coronavirus et conséquemment, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour endiguer en fait la propagation du virus. Et ces mesures ont eu un impact aussi sur le travail des journalistes, le travail des médias. Et il y a eu, je crois qu'une des premières victimes de ces mesures a été un journaliste. C'était notre confrère Kaka Mamantouda qui travaille au niveau du groupe Alternative et qui a alerté sur un probable cas de coronavirus enregistré à Niamey. À l'époque, on n'avait pas encore officiellement
signalé de cas et il est resté pendant plusieurs semaines en détention pour avoir justement alerté. Et quelques jours après son alerte, en tout cas, le Niger a connu son premier cas de, de COVID-19. Ensuite, il y a eu dans la mise en œuvre de ces mesures un certain nombre, disons, d'extrapolation de la part de quelques officiels, comme par exemple les différentes interventions du gouverneur de Niamey, qui avait même suscité la polémique au sein de l'opinion nationale, mais au sein aussi des organisations socio-professionnelles, quand il a quelque peu tourné en dérision ou disons banalisé le travail ou disons le rôle que pouvaient jouer les médias dans le cadre de la gestion de cette épidémie. Donc globalement, en dehors de ces cas, il n'y avait pas eu véritablement d'atteinte par rapport au travail des journalistes, sauf si il faut, dans une perspective générique, dire que la restriction due justement à la proclamation de l'état d'urgence, cette restriction en termes de circulation, euh, cette restriction en termes de fermeture des frontières aériennes et terrestres, et même à un moment, cette restriction liée à l'isolement sanitaire de la ville de Niamey, qui était le principal épicentre de l'épidémie à un moment. Donc, toutes ces mesures ont d'une manière ou d'une autre impacté sur le travail des journalistes en termes, disons, de diligence, mais en termes aussi euh, de, de la libre expression de la presse. Vous avez mentionné un cas au Niger et nous avons constaté également que durant cette crise sanitaire, dans des pays, il y a eu des pressions qui ont été faites sur les journalistes, des pressions pour faire taire l'information, des pressions pour faire taire la vérité et la sécurité des journalistes est devenue encore plus préoccupante. Je voudrais savoir, ou les participants voudraient savoir, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un journaliste qui fait face à des attaques ou qui subit par exemple des intimidations. Comment faire face à cette menace en tant que journaliste? Disons qu'en toute modestie, je ne voudrais pas donner des recettes toutes faites, mais j'imagine que ceux qui participent à ces webinaires sont autant des professionnels de la communication sociale, de l'information que moi. Et donc, on peut énumérer un certain nombre, disons, de mesures ou d'attitudes qu'il faut développer en ces temps. Mais disons d'abord que parmi les mesures qui ont été édictées, les mesures d'accompagnement financier, économique, social, euh, pour le cas du Niger, et je crois que c'était le cas pour beaucoup de pays, les entreprises de presse n'ont pas été véritablement au cœur de la préoccupation de ces mesures, euh, disons, spéciales qui ont été édictées par le gouvernement pour, disons, renforcer la résilience euh, des entreprises vis-à-vis du COVID-19. Parmi, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que il est très important d'établir des partenariats, comme nous l'avions dit dans un autre webinaire, parce qu'il est important pour les entreprises de presse, pour les journalistes, de nouer entre eux des partenariats et former sur le long terme un réseau important qui permettra justement de bâtir une forte résilience vis-à-vis des chocs financiers. Là, je parle en termes d'entreprise parce on a quand même vu que certains organes de presse ont presque mis la clé sur le paillasson à cause justement des restrictions qui étaient inhérentes au COVID-19. Il y a aussi la collaboration, collaborer entre les journalistes, entre les organes de presse, les organisations aussi socio-professionnelles des médias, au niveau local, au niveau régional, etc.,
en vue justement de dénoncer ou de s'insurger contre un certain nombre d'attaques qu'on pourrait perpétrer contre les hommes et femmes des médias et également revendiquer un surcroît de respect par rapport au droit à la liberté de presse, au droit à la liberté d'expression. Il y a aussi la nécessité de mener un plaidoyer pour rehausser, euh, par exemple au Niger, il y a ce qu'on appelle l'aide à la presse, et c'est le cas dans beaucoup de pays, et parce que cette aide-là permet aux entreprises de presse, ou disons aux organes de presse, de pouvoir faire face à un certain nombre de problèmes, et ça permet aussi, d'une manière ou d'une autre, à contribuer à garantir l'indépendance de la presse, notamment privée. Il y a aussi le travail sur le numérique, parce que une des leçons apprises, je pense, par rapport à l'épidémie du coronavirus est liée, euh, est liée quand même au télétravail. Donc, comment faire le télétravail, puisqu'on a vu que dans certaines mesures, les journaux ont connu de la mévente. Donc, il est important aussi que les entreprises de presse adoptent le numérique parmi les outils de travail et mettent en place également des mesures qui leur permettent de publier, de réaliser des revenus en ligne. Vous avez tout de suite parlé, Bien, donné quelques... bien, Oui, bien évidemment, et on le devine, il y a aussi des mesures qui sont liées à au plan sanitaire pour les journalistes. bien sûr. Euh, il y a un certain nombre de protocoles à observer et qui restent identiques disons, ces protocoles restent identiques à ceux de la population en général, avec le respect de ce qu'on appelle les gestes barrières. Il y a aussi la nécessité d'être dans des formations spéciales, dans des formations, disons, spécifiques pour les hommes de médias, ou disons pour les femmes de médias. Et également, c'était le cas, par exemple, au Niger, où j'ai vu que la Maison de la Presse, qui est une organisation fédératrice d'une vingtaine d'autres organisations socio-professionnelles des médias, la Maison de la Presse du Niger, dis-je, avait, dans le cadre, je crois, d'un partenariat ou d'un plaidoyer, acquis un certain nombre de matériel allant des bavettes, des gels hydrauliques, des masques, etc., de la part de certains partenaires techniques et financiers du pays pour faciliter le travail des journalistes et assurer aussi leur protection sanitaire dans ce contexte d'épidémie. Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur Djibril. Nous rappelons aux participants que ce webinaire va durer 1 heure et les 40 premières minutes sont consacrées aux questions que moi, je vais poser aux panélistes et les 20 dernières minutes sont consacrées aux questions des participants, des questions que vous avez ou des préoccupations que vous voudriez adresser à notre expert. Vous pouvez les poser, nous les soumettre directement sur Facebook ou dans l'application Zoom, dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. Monsieur Djibril, vous êtes un grand expert et vous travaillez pour l'IMS et vous avez une bonne maîtrise des médias. Je voudrais savoir, est-ce que le constat de la sécurité est la même pour les journalistes africains que pour les journalistes européens? Je pense que de la même manière que l'approche vis-à-vis de la pandémie n'a pas été dans une certaine mesure identique, que l'on soit au sud ou au nord, il y a un certain nombre de nuances quant à la perception euh, du journaliste africain, disons pour contextualiser, du journaliste ouest-africain vis-à-vis de l'épidémie par rapport aux médias au nord. D'abord, en Afrique, il y a eu un premier problème, c'est que il y a une écrasante
majorité de la population à un moment qui doutait ou disons même qui récusait la réalité même du virus. Donc, le plus grand défi, c'est comment maintenant apporter de l'information de qualité euh, pour mieux informer sur, euh, disons, le virus, mais également s'assurer de ne pas être dans... Parce que c'est comme si les médias se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume dans notre contexte où vous avez une partie de vos auditeurs ou de vos lecteurs qui ne croient pas à la maladie et donc vous courez le risque d'être assimilé à un communicant ou disons à un propagandiste pour des lobbies parce que c'est dans ce sens que ça a été euh, réfléchi par beaucoup de personnes. Mais il y a aussi les moyens qui manquent parce que euh, je n'ai pas entendu, en tout cas pour le cas euh, du Niger, mais j'ai vu qu'au Sénégal, il y a eu quand même un journaliste qui a été infecté. Mais il y a les moyens de travail aussi qui sont assez modestes par rapport aux médias en Afrique. Il y a également l'économie des médias qui est presque une économie en berne, puisque dans la plupart des cas, ce qu'on appelle les entreprises de presse n'étaient pas véritablement des entités qui sont économiquement viables. Et donc, du coup, face à un marché de la publicité qui n'est pas, disons, très généreux, beaucoup de médias ont vécu des périodes très dures pendant, en tout cas, euh, disons, entre guillemets, l'apogée de cette épidémie, en raison aussi des mesures restrictives qui vont euh, des confinements, les mesures, disons, de couvre-feu, etc., qui limitent le temps de mobilité, le temps de circulation. Et tout ça, ça a eu un impact sur ces médias. Donc, il y a le côté économique, il y a aussi le côté, disons, en termes de perception même du virus, mais encore, vous savez, dans la plupart des cas de nos États, nous sommes dans une sorte de phase de démocratie transitoire avec, disons, avec des systèmes gouvernementaux qui ne sont pas euh, très sensibles aux questions de liberté d'expression, aux libertés de la presse. Donc, dans une certaine mesure, euh, les, disons, les restrictions sont allées aussi au détriment de la liberté de presse. Dans un pays comme le Niger, par exemple, on, on a beaucoup plus brandi la loi sur la cybercriminalité, qui est une nouvelle disposition qui a pour vocation de réprimer la production d'informations, de messages via le numérique. Donc, et cette loi, souvent, elle a été brandie même contre des journalistes en dépit du fait qu'il existe une loi spéciale qui porte régime de la liberté d'expression. Donc, il y a tous ces contextes-là qui étaient difficiles. Autre aspect, c'est l'accès à l'expertise scientifique autour de la maladie. Vous savez, avec la fermeture des frontières, etc., même d'un point de vue global, la mobilité de l'expertise était réduite. Et ici, souvent, il y a eu beaucoup de problèmes pour comprendre, disons, la maladie. Il y a eu même, pour le cas du Niger, un scientifique, notamment un vétérinaire, qui a été détenu à la police judiciaire. Et les journalistes qui l'ont interviewé ont également été brièvement interpellés parce que tout simplement,
le scientifique était allé à contre-courant de la version officielle qui soutenait que le virus résisterait à une forte température de chaleur. Donc, vous voyez que du coup, c'est comme s'il y a eu une sorte de chape de plomb sur la manière d'informer sur le virus. C'est comme si on a modélisé maintenant une manière de parler. Donc, toute forme de couverture ou disons de traitement de l'information sur l'épidémie qui se soustrairait de la forme officielle pourrait exposer le journaliste ou l'organe de presse à des représailles de la police ou judiciaire. Nous sommes rejoints dans ce webinaire par Madame Angela Pédia. Elle est spécialiste en communication pour la santé et journaliste spécialisée des questions de santé à l'EATB, qui est une chaîne de télévision privée béninoise. Madame, merci pour l'invitation. Merci pour avoir accepté notre invitation. La question que je vais vous poser est purement liée à la santé. J'aimerais savoir, durant cette crise sanitaire, nous avons vu beaucoup de journalistes qui sont sur le terrain pour livrer de la bonne information. Malgré le confinement, les journalistes n'ont pas cessé de travailler et sont sur les lieux de reportage pour éclairer le public. Quels sont les conseils de sécurité sur le plan sanitaire que vous pouvez donner à ces journalistes-là qui sont sur le terrain et qui couvrent la crise du Covid-19? Activez votre micro, s'il vous plaît. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Bonjour à tout le monde et merci vraiment pour l'invitation. Je remercie également mon prédécesseur, le conférencier qui est passé avant moi. Pour vous dire, pour répondre à votre question, je dirais que le risque zéro en toute chose n'existe pas. Et donc, pour les journalistes qui sont obligés d'aller sur le terrain pour couvrir ces événements en temps de pandémie, ils doivent se protéger. C'est un peu comme les médecins. Ils sont en première ligne, donc ils doivent d'abord se protéger, mettre un accent vraiment particulier sur leur protection avant d'aller couvrir ces éléments. Et par rapport, disons, à leur protection, c'est le port de masque déjà qui est obligatoire, surtout s'ils doivent se retrouver dans un bureau, dans un espace confiné. C'est très important de porter le masque puisque le virus, il peut résister des heures. Après, il faut se laver les mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon. Moi, je n'aime pas trop la désinfectation parce que la désinfectation, ça laisse quand même encore le virus mort disons, dans la main, dans la paume des mains. Et donc, moi, je préfère souvent demander à ce que tout le monde se lave correctement les mains à l'eau et au savon avant de se rendre sur les lieux de reportage. Vous le faites avant d'aller. Et puis, quand vous êtes sur le lieu de reportage, dans notre pays, il y a des bassines qui sont disposées ou en tout cas des cours d'eau, pas des cours d'eau en tant qu'océan et autres, mais disons des circuits d'eau pour pouvoir avoir de l'eau sur place et se laver les mains. Donc, essentiellement, c'est ça. Normalement, on devrait pouvoir couvrir les microphones que nous utilisons, mais enfin, je ne parlerai pas comment ça s'appelle, de masque, mais quand même, normalement, on devrait pouvoir couvrir tout ça et décontaminer tout ça lorsqu'on est de retour à la station. Mais bon, je sais ce que c'est que nos pays qui ont été aussi atteints par cette crise sanitaire devenue crise économique et crise sociale. Mais sinon, on doit pouvoir décontaminer nos studios à chaque fois. Tous les soirs, on doit pouvoir décontaminer puisqu'on doit recevoir certaines personnes. Et puis, le journal, on s'échange, donc on doit pouvoir décontaminer tout ça, la rédaction, de temps en temps. Voilà un peu les sécurités qu'on peut prendre.
Merci beaucoup, Madame Angela. Monsieur Djibril, vous aviez évoqué un aspect qui m'intéresse beaucoup, celui de la loi sur la cybercriminalité. Nous savons qu'aujourd'hui, les applications de messagerie comme Messenger, comme WhatsApp, présentent des failles de sécurité pour les journalistes. Or, durant cette pandémie, les journalistes confinés ont été aussi obligés de faire recours à ces outils numériques-là, par exemple l'application Zoom sur laquelle nous sommes pour travailler et pour également communiquer avec les personnes qui interviewent. Quelle est la marge de ce, est-ce qu'il y a un risque pour les journalistes qui utilisent ces applications? Est-ce qu'il y a des applications qu'il faut privilégier au détriment de d'autres? Bon, est-ce qu'il y a des applications? Je pense que ceux qui nous suivent dans le webinaire pourraient mieux partager les expériences qu'ils ont eues avec les différentes applications qu'ils utilisent. Mais le risque, il est toujours là parce que, comme je l'ai dit, vous savez, au niveau même récemment, au Bénin, vous avez vu que un rapport a révélé que le, le, tout un système a été mis en place pour espionner, disons, les échanges entre des dissidents par rapport des dissidents du régime, etc. Je Donc, crois au Togo. Au Togo, bien sûr. Au Togo. Et Ça, vous au-delà venez, de ça, voilà, donc au-delà de ça, vous savez, euh, ce qu'on appelle le fossé numérique fait que dans des pays comme ceux du Sahel notamment, euh, nous utilisons souvent des applications basiques. Hein. La plupart des journalistes que vous rencontrez utilisent des messageries électroniques sur Gmail, sur yahoo.fr. Donc, c'est totalement basique. Et vous avez, par rapport aux technologies liées aux Android, les gens sont sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, les applications usuelles et basiques et qui exposent à beaucoup de problèmes parce que nous avons même beaucoup de confrères et de consoeurs qui ne maîtrisent pas parfaitement ces applications, même du point de vue des paramètres les plus usuels quand vous prenez Facebook. Donc, voilà que la crise liée au COVID-19 survient et que la manière de travailler est totalement révolutionnée, entre guillemets, elle change complètement. Donc, le risque a été grand parce que moi, j'ai rencontré des journalistes qui étaient très frileux et qui ne voulaient même pas continuer à travailler sur même Zoom, ces applications. Il y a eu beaucoup d'appréhension puisque ce ne sont pas des applications très connues et très utilisées. Disons, ce ne sont pas des applications qui ont intégré les mœurs des médias, notamment au Sahel, parce que le travail collaboratif, dans une certaine mesure, s'est limité soit à des échanges par voie électronique, par WhatsApp ou par Facebook ou la messagerie SMS. Maintenant, il s'agit de travailler sur des logiciels appropriés de réunions virtuelles ou de formations virtuelles. Ce n'était pas très connu de tout le monde. Mais mieux, il y a disons, il y a un fossé important entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les médias mainstream, donc, qui sont d'une manière ou d'une autre implantés dans les grandes villes où il y a un minimum de confort, entre guillemets, en termes d'accès aux technologies de l'information et de la communication. Et une autre composante importante des médias, qui sont les médias communautaires qui sont disséminés un peu dans les centres ruraux, etc. Dans un pays comme le Niger, on a plus de 150 radios communautaires, par exemple. C'est le cas au Mali, au Burkina Faso, et dans des zones où même l'accès au téléphone basique n'est pas, disons, n'est pas facile. Et donc, vous voyez, même ces webinaires, ça aurait été intéressant que euh, des gens relevant de cette composante médiatique
puissent participer. Mais Justement, le fossé fait justement. que ce n'est pas possible parce que souvent, même par exemple, c'est pas pour faire de la publicité, mais par exemple au Niger, vous avez des opérateurs, et c'est le cas dans les autres pays, qui sont à la 4G, à la 3G, mais vous n'avez même pas la 2G dans certaines zones de nos pays. Et du coup, je pense que une étude post-Covid pourrait être pertinente pour relever un peu comment les, toutes les composantes, en tout cas médiatiques, ont pu bâtir leur résilience pour pouvoir continuer à travailler, pour assurer leur survie professionnelle face au Covid et face à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Et pour finir, par rapport au Sahel, vous savez que il y a une insécurité quasi rampante qui sévit dans cette zone depuis un certain nombre d'années. Et cela fait que même la desserte en termes de couverture de réseau téléphonique, elle est souvent disons, intermittente. Vous avez des zones où les gens peuvent passer 48 heures, 72 heures sans téléphone. Donc, pourtant, il y a des médias dans ces zones et tout ça n'était pas de nature, en tout cas, à faciliter le travail des journalistes. D'autre part, nous n'avons pas aussi toutes les capacités, même au niveau des médias mainstream dans les capitales. On n'a pas toute, disons, toute l'ingénierie ou l'expertise interne qu'il faut pour sécuriser les matériels de travail des journalistes, que ce soit les téléphones, que ce soit le système même de distribution, de connexion au niveau des rédactions, ou même les ordinateurs que les journalistes utilisent, puisque moi j'en ai vu encore qui continuent à aller malheureusement dans des cybercafés pour accéder à Internet et travailler. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, euh, il y a une quasi-insécurité euh, technologique qui guette le travail des journalistes, sans compter que pour une raison ou une autre, toute voix médiatique qui pourrait être perçue comme dissidente pourrait faire l'objet d'un contrôle de la part des services, disons, de sécurité ou des services de la police. Et cela pourrait faire le lit aussi à un certain nombre euh, d'interpellations ou d'intimidations. Justement, Monsieur Djibril, vous avez évoqué cette question d'utilisation des réseaux sociaux, également de certaines applications. Euh, Nous savons qu'il n'y a pas eu que des dissidents qui ont été espionnés ou victimes de traçage, mais les journalistes également n'en sont pas épargnés, comme vous l'avez mentionné, dans certains pays. Mais lorsqu'on est journaliste et qu'on sent qu'il y a une menace et que peut-être on sait qu'on vit dans un pays où il est possible que le gouvernement installe dans votre téléphone des logiciels espions, comment est-ce qu'on peut arriver à déjouer cette censure-là? Comment est-ce qu'on peut la contourner? Est-ce que vous avez des conseils aussi à donner sur ce point? Les conseils, je me rappelle par le passé, je crois il y a 2 ou 3 ans, dans le cadre d'un travail que nous avons fait au niveau de International Media Support, dans le cadre d'un programme d'appui aux médias au Niger, nous avions organisé un atelier à Niamey qui avait consisté justement à former un certain nombre d'acteurs euh, de la presse sur la sécurité euh, numérique. Donc, pendant cet atelier, il a été euh, décliné un certain nombre d'outils euh, de contournement parce que même les pratiques, soit de cyberflicage ou les pratiques de suspension de la connexion Internet, ont créé une sorte d'intelligence au niveau des usagers qui arrivent à loger maintenant leurs comptes sur d'autres plateformes qui ne sont pas dans la circonscription, euh, dans leur circonscription de résidence. Donc, ça, c'est quand même des outils qu'on peut, qu'on peut utiliser.
il y a aussi, je l'ai évoqué tantôt, il y a le networking, le travail en réseau, les partenariats. C'est très important aujourd'hui, comme d'ailleurs hier ou même demain, que les professionnels mutualisent leurs connaissances, partagent leur expérience pour voir qu'est-ce qui pourrait marcher. Et il y a beaucoup de, d'outils disons, de sécurité que les journalistes peuvent utiliser. Évidemment, quand on fait une certaine forme de pratique journalistique, comme par exemple ceux qui s'essayent en investigation, il est clair qu'on ne pourrait pas continuer à travailler sur euh, des plateformes basiques accessibles à tout le monde. Et vous savez aussi que depuis un certain temps, en tout cas dans la plupart de nos pays, euh, les services de police aussi ont considérablement renforcé leur capacité et expertise en termes de, disons, en termes informatiques. Et souvent, cela ne va pas forcément dans l'intérêt de ceux qui dérangent de par leur travail. Est-ce que vous conseillez aussi aux journalistes d'utiliser des VPN qui, dans certains pays, permettent, par exemple, de cacher votre identité sur le net et de vous diriger vers un autre serveur de sorte que le gouvernement, ou bien votre gouvernement ou le pays dans lequel vous êtes, on ne puisse pas vous identifier? Oui, c'est de cela que j'ai parlé tantôt. Je ne voulais pas m'avancer sur tel ou tel, mais c'est en fait ces réflexes que j'encourageais à développer au niveau des journalistes. Bien évidemment, il ne faut pas qu'on soit dans une sorte de paranoïa, mais pour moi, ce sont des outils de survie et qui permettent aussi d'avoir une certaine sécurité et de plus en plus aussi. On constate que via les smartphones, il y a une forte migration vers certains outils comme Signal, qui semble-t-il présentent beaucoup de sécurité en termes de conversation que WhatsApp ou Facebook. Donc, de plus en plus, euh, les journalistes, à l'instar de l'ensemble des usagers des TIC, sont en train de migrer vers d'autres plateformes aussi qui garantissent une certaine sécurité en termes de conversation, mais aussi en termes de stockage d'un certain nombre de documents. Vous serait-il également possible de nous dire les applications que, comme vous connaissez beaucoup le secteur au Sénégal, les applications que vous, peut-être, vous avez beaucoup utilisées durant cette période? Disons que moi, il y a beaucoup d'applications, mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec Signal. Il y a aussi, Pourquoi disons, Signal? ben, parce que tout simplement, je suis convaincu que, de par l'expérience de certains amis, de certains collègues, de certains confrères et consoeurs, qu'il y a beaucoup de sécurité à ces niveaux. Une autre? Oui, alors? Allô? Mais j'encourage aussi les amis à aller surtout sur la plateforme d'assistance pour la sécurité numérique, accessnow.org, qui présente toute une panoplie d'outils ou, disons, de services en termes d'assistance pour la sécurité numérique. Je ne sais pas si c'est possible euh, de publier le lien sur le webinaire. Il y a justement un lien qui vient d'être partagé par Jenny Larson et si vous permettez, j'aimerais rapidement le partager avec ceux Voilà, qui nous suivent. voilà.
Un Voilà. instant, partagez votre écran. Sondage. Voilà un bon document que le comité de protection des journalistes. Pour la protection des journalistes. Pour la protection des Effectivement, journalistes. parce que voilà, en fait, il y a la CPJ qui a développé aussi, disons, une sorte de manuel. Il y a aussi, je crois, au niveau de l'UNESCO et de la Fédération internationale des journalistes, un certain nombre de guidelines et même de modules qui ont été produits et qui pourraient être très utiles à l'usage des journalistes. Je vais survoler les grandes lignes pour protéger. On demande par exemple aux journalistes de protéger leur compte, de penser aux informations qui sont stockées dans chaque compte et aux conséquences éventuelles pour vous et pour votre famille, de vérifier vos paramètres de confidentialité, de créer des copies de sauvegarde des informations, de supprimer les comptes que vous n'utilisez plus, de créer également des copies de toutes les informations que vous souhaitez sauvegarder. Et pour le phishing, les journalistes sont souvent un profil public et partagent leurs coordonnées afin d'obtenir des renseignements. Pour se défendre, il faut faire des recherches sur les capacités de haute technologie de vos adversaires pour comprendre la menace et la probabilité que vous ou quelqu'un que vous connaissez pourrait être utile. Nous n'allons pas lire tout ce qui est dans ce bon document, mais je pense que c'est un excellent outil pour les journalistes qui aimeraient sauvegarder ou qui aimeraient se protéger durant cette crise sanitaire. Le lien est dans la boîte de chat. Ce serait parfait si vous pouvez cliquer dessus et le lire, bien sûr, après ce webinaire. Maintenant, arrêtez. C'est bon. D'accord. Je dois cesser le partage de mon écran. Ça se fait cool. Voilà, c'est bon, parfait, j'ai reçu. Oui, Monsieur Djibril, ce sera. Nous avons déjà dépassé les 40 minutes, donc normalement nous devons à ce stade recevoir les questions des participants. Mais les questions qui sont soumises actuellement n'ont pas trait à la thématique actuelle, puisqu'elles évoquent plutôt la question de l'eau, qui n'est pas l'objet de ce webinaire, mais plutôt l'objet, c'est la sécurité des journalistes. Il y a une question ici, un participant qui demande, dans une région du Sahel où j'imagine la difficulté d'accès à l'eau, dites-nous comment ça se déroule au Niger, le lavage des mains à l'eau et au savon dans les régions rurales. Si le participant nous suit, je pense que cette question, elle est bonne, mais elle n'a pas forcément un lien avec le webinaire présent. Mais si vous avez des questions de sécurité… Monsieur, oui, Angela. La sécurité des journalistes face au Covid-19, ce n'est pas seulement la sécurité numérique. Moi, je ne la vois pas comme ça seulement. Je disais que la sécurité des journalistes face à la pandémie actuelle ne se limite pas à la sécurité numérique. Et ma foi, en tant que communicatrice, spécialiste en communication, moi, pour la santé, moi, je ne vois pas la sécurité des journalistes seulement de cette manière-là. La question que les gens sont en train de poser par rapport à l'eau, l'accès à l'eau, est très important pour la sécurité des journalistes face à cette pandémie-là, parce que voilà des gens qui sont en première ligne, comme les médecins, mais qui doivent aller sur le terrain pour travailler. Alors, bien qu'il y a ce virus-là qui pourrait, il y a la menace de ce virus-là, la menace de contamination par ce virus-là. Et il leur faut absolument de l'eau.
pour se laver les mains tout à l'heure quand vous m'aviez posé des questions par rapport à leur sécurité sur place, quand ils se déplacent pour aller couvrir, ils doivent donner les informations justes. Parfois, dans nos pays où les gens n'ont pas vite cru à l'existence du virus, ils sont obligés d'aller au niveau des malades, faire des reportages pour que les gens puissent finalement croire en l'existence vraiment de ce virus-là. Donc là, ils ont besoin d'eau pour se laver les mains. Et s'il n'y a pas d'eau, franchement, c'est leur sécurité qui est en mal. Donc, je trouve vraiment que ces questions-là sont pertinentes. La question de l'accès de l'eau est très pertinent parce que aujourd'hui, sans eau, on ne peut pas réaliser l'hygiène. L'hygiène élémentaire, la chose la plus élémentaire pour se prémunir contre ce virus, c'est déjà le lavage des mains. Donc, je ne sais pas comment on s'organise pour que ces journalistes qui sont dans ces pays du Sahel et même dans mon pays, il y a des régions qui ne sont pas desservies. On n'a pas d'eau potable partout. Donc, c'est une réelle question, c'est une réelle problématique à laquelle il faut réfléchir en temps de pandémie. S'il n'y a pas d'eau, on pourrait utiliser peut-être les gels hydroalcooliques ou les solutions hydroalcooliques pour se désinfecter la main. Ou alors, il y a les cendres. La cendre, quand on a fini de préparer la cendre là, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour rapidement se désinfecter les mains aussi. Pour le moment, rappelons que l'OMS ne conseille que le lavage des mains avec de l'eau ou du gel hydroalcoolique. Monsieur Djibril, il y a une participante qui pose une question, celle de savoir comment stériliser les matériels, comment les journalistes doivent se protéger sur le terrain, comment stériliser les matériels. Bon, disons que de manière globale, je l'ai dit dans mon propos liminaire, les journalistes, en tout cas dans le cadre de cette pandémie, ont très peu bénéficié de formations spécifiques liées au COVID-19. La formation liée au COVID-19 peut se décliner en plusieurs points. Un point peut concerner la couverture, comment il faut informer sur le COVID-19. Un autre point, c'est comment le journaliste peut lui-même développer des comportements qui soient sensibles au contexte du COVID-19. C'est là où, à l'instar des mesures qui ont été prônées pour la population générale, le journaliste aussi doit observer tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les gestes barrières, les précautions qui ont été conseillées par les professionnels de la santé, mais comment protéger maintenant l'outil de travail du journaliste, notamment si c'est par exemple, là je crois que l'intervenant fait beaucoup plus allusion aux journalistes de l'audiovisuel qui sont souvent déployés sur le terrain avec une caméra, avec un micro, et là, les gens parlent. Et vous savez pourquoi il faut porter les masques. Et donc, il y a des masques en fait que les gens mettent pour protéger les microphones. Il y a aussi l'utilisation du gel hydroalcoolisé pour nettoyer, désinfecter les outils. Une fois rentré à la rédaction, il y a aussi l'observation, disons, de cette distanciation. Je n'aime pas trop le terme distanciation sociale, je préfère le terme distanciation physique. Et donc, il y a, disons, à l'instar des mesures globales qui ont été conseillées vis-à-vis, ou disons, face au COVID-19, le journaliste doit également développer sa sensibilité tout en contextualisant par rapport, lui, à son travail, parce que c'est le journaliste, c'est lui qui souvent est en interaction avec X ou Y. Donc, je pense que c'est la même manière, quoi. Monsieur Djibril, lorsque les journalistes sont
sécurité menacée, la première idée qui vient, c'est de contacter, par exemple, Reporters sans frontières ou le CPJ ou d'autres organisations. Mais est-ce qu'un journaliste pourrait également contacter l'IMS, l'organisation dont vous êtes le coordonnateur? Disons que International Media Support n'est pas une organisation d'activistes ou qui s'est défini comme Reporters sans frontières, comme le comité de protection des journalistes ou la Fédération internationale des journalistes. Nous sommes une ONG qui accompagne le développement des médias et qui parle de développement des médias, parle également de travail sur la question de la liberté de presse, sur la question du respect des principes liés à la liberté d'expression de manière générale. Et dans le cadre justement du travail que IMS fait, il y a un volet aussi qui est consacré au renforcement des capacités d'acteurs divers en ce qui concerne le développement des médias, mais il y a aussi la possibilité souvent d'une sorte d'assistance. Mais ça, ce n'est vraiment pas, on n'est pas, disons, dans l'activisme comme RSF ou la CPJ. Nous travaillons aussi beaucoup avec les partenaires locaux, par exemple au Sahel. Tout notre travail s'est fait via des partenaires locaux parce que pour nous, il ne s'agit pas d'avoir une approche verticale, mais il s'agit d'avoir une approche qui intègre aussi et valorise les compétences au niveau local. Nous avons travaillé avec essentiellement tout ce qu'il y a comme principale organisation socio-professionnelle des médias, notamment au Niger, la Maison de la Presse, la APAC Niger. Nous travaillons également avec d'autres organisations au niveau des autres pays, mais IMS a également développé un certain nombre, parce qu'il y a aussi une production documentaire. Si vous partez sur le site web, vous verrez qu'on a fait beaucoup de productions sur les questions de journalisme sensible au conflit, sur la protection des journalistes, etc. Mais est-ce que aussi à l'IMS, vous avez noté au cours de cette pandémie des violations de la liberté de presse? Disons oui. Et je l'ai dit en début de mon propos. C'est ce que j'ai dit, c'est que, disons que de manière limitée par rapport au contexte sahélien, j'ai cité quelques cas d'atteinte à la liberté de la presse pendant l'épidémie de Covid-19. Et j'ai même dit que la première victime de Monsieur Djibril Prière, activez votre micro. Ça va? Oui, maintenant c'est bon. Ok, donc je disais qu'il y a aussi des journalistes qui ont séjourné en prison ou qui ont été interpellés à la police pour d'autres raisons, mais dans toujours le contexte de Covid-19. C'est pendant cette période de Covid-19 que la journaliste et blogueuse Samira Sabou du Niger est restée pendant une cinquantaine de jours en prison pour une présumée pour une plainte en diffamation. Bon, finalement, le juge l'avait relaxée, elle a bénéficié d'un non-lieu. C'est dans ce même contexte que Ali Soumana, qui est directeur de publication d'un journal
indépendant nigérien, avait été aussi brièvement interpellé à la police. C'est dans ce même contexte que le journaliste Ignace Sossou du Bénin, qui était resté à purger une partie de sa peine et est sorti en prison. Et c'est dans ce même contexte aussi qu'au Sénégal, par exemple, le journal Cheikh Yérim Seck avait été interpellé aussi à la police. Ça, c'est entre autres des cas, en tout cas, d'interpellation ou disons d'atteinte à la liberté de la presse dans le contexte du Covid-19. Monsieur Djibril, cette question nous vient du journaliste basé en Côte d'Ivoire. Elle demande ceci. Nous journalistes sommes doublement concernés. Nous protéger nous-mêmes et amener la population à se protéger à travers le traitement de l'actualité et nos productions. Je prends le cas pratique de la couverture médiatique d'une manifestation de protection publique où on court et on parle dans tous les sens. Dans ce cas, comment se protéger, M. Djibril? Bon, c'est ce que j'ai dit. De la même manière qu'on parle du journalisme sensible au conflit, en terre à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est attendu du journaliste le développement d'un certain nombre de réflexes qui soient sensibles à la situation spécifique ou, disons, extraordinaire dans laquelle il se trouve. Donc, le journaliste, d'abord, doit prendre toutes les précautions, comme je l'ai dit tantôt, face au Covid-19, mais le risque souvent que le journaliste encourt dans la couverture des grandes manifestations, c'est presque le même risque qu'encourent souvent les éléments des forces de l'ordre ou même certains leaders à une certaine envergure où vous êtes souvent en interaction avec des gens et vu la spécificité de la transmission du virus, je pense qu'il faut éviter le maximum de contacts possible, il faut se protéger, mais en même temps aussi, une fois qu'on a quitté la manifestation, il faut prendre toutes les mesures de désinfection de son matériel, mais aussi de son accoutrement. Et une idée avait même émergé pendant un moment dans certains milieux, de la même manière que pour les journalistes qui couvrent, qui sont sur les théâtres de guerre, utilisent les gilets, disons, disons des tenues qui les distinguent. Donc, les gens ont également parlé de vestes de protection pour les journalistes. Je ne sais pas si cela a été expérimenté encore dans certains pays de notre sous-région, mais il était important aussi que les journalistes adoptent ce type de vestes de couverture pour... je crois qu'au Mali, ils l'ont déjà expérimenté, mais je ne sais pas pour les autres pays. Nous sommes presque à la fin de ce webinaire. Madame Angela, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur la question de la sécurité des journalistes? Tout à l'heure, par rapport à la question que posait l'autre participant, je trouve que, comme l'a dit M. Djibril, face à cette pandémie, l'économie des entreprises médias a pris aussi un coup. Donc, nombreux sont les pays dans lesquels il n'y a pas eu de rassemblement en tant que tel. Et donc, pour aller à des reportages vraiment où il y a un fort rassemblement, même dans notre pays où il y a eu quand même les élections, les journalistes se devraient d'avoir un certain nombre de gestes en vigueur, gestes barrières en vigueur. Donc, c'est de se protéger déjà avec le port du masque qui est obligatoire, de se laver les mains. Et sur place, souvent, quand il y a des rassemblements comme ça, on distribue ici des masques. Au cas où le journaliste même n'aurait pas de masque,
c'est obligatoire. Et pour les journalistes audiovisuels, on nous oblige même à filmer les gens avec les masques, de sorte que tout le monde est masqué. Et sur les lieux de rassemblement, c'est un certain nombre de personnes, ça ne dépasse pas 50. Et donc, les distances de sécurité sont respectées. Donc, aux journalistes aussi, puisque lui, il doit communiquer, d'avoir des gestes, les gestes barrières qu'il faut, lui-même, à travers ces gestes barrières qu'il prend, il doit pouvoir donner l'exemple. Donc, comme M. Djibril le disait tout à l'heure, notre économie aussi a pris un coup et souvent, on ne va pas dans des trucs de rassemblement où on doit courir un peu partout. Cette époque est révolue, pour le moment en tout cas. Merci, madame. Monsieur Djibril, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question de la sécurité des journalistes qui couvrent la COVID-19? Mais ce que j'ai à dire, c'est en guise de plaidoyer pour dire que la presse est une composante essentielle dans le cadre de la construction démocratique, dans le cadre aussi de la consolidation de l'État moderne. À cet effet, la presse, comme l'a dit un des intervenants, est aussi un pilier important dans le cadre de la transmission du savoir, de la transmission de l'information, etc. Et je pense que la gestion de la pandémie de manière globale dans nos pays doit nécessairement prendre en compte aussi les préoccupations spécifiques qui sont liées à la presse, de la même manière que j'ai vu que dans la plupart des pays comme le Sénégal, comme ça a été aussi le cas dans une certaine mesure au Niger, il y a eu un certain nombre de mesures disons, d'accompagnement économique qui ont été édictés par le gouvernement pour accompagner le secteur des PME, etc. Je pense qu'il est important également qu'un élan dans ce sens soit fait pour accompagner les entreprises de presse qui sont en train de sortir progressivement de cette léthargie qui leur a été imposée par le COVID-19. Dans le langage humanitaire, on parle de relèvement. Je pense qu'on doit travailler aussi pour voir dans quelle mesure il serait important de procéder à un relèvement rapide des entreprises de presse et des organisations comme IMS et bien d'autres qui interviennent dans l'appui aux médias sont très sensibles à ce type d'assistance, d'accompagnement, parce que nous pensons que le COVID-19 ne doit pas être un prétexte pour abîmer la liberté d'expression, pour abîmer l'économie des médias, pour créer en tout cas des pertes d'emploi dans le secteur des médias. Le COVID-19 ne doit pas être un prétexte pour abîmer la liberté de presse. Merci beaucoup, Monsieur Djibril Seydou, pour ces connaissances, ces savoirs que vous avez partagés avec les membres et les journalistes du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum qui rassemble plus de 900 journalistes et l'ambition de ce forum, c'est de réunir tous les journalistes francophones du monde entier. Et nous vous prions donc au sein de votre organisation d'inviter les journalistes nigériens, les journalistes qui travaillent avec vous, les journalistes de vos contacts à rejoindre ce forum qui est un espace de travail pour les journalistes francophones. Nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour leur donner tout ce dont ils ont besoin et pour améliorer la couverture de cette crise sanitaire. Monsieur Djibril, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci également à Madame Angela Pédia qui vient te contacter tardivement, a accepté de répondre à notre invitation et de partager également ses connaissances avec les journalistes du forum. Nous vous rappelons que ce forum a été enregistré et nous le diffusons en direct, cette vidéo, dans le forum de reportage, et la vidéo sera également mise en ligne dans la page Facebook du réseau international des journalistes dans moins de 24 heures. Merci aux participants également qui ont suivi ce webinaire et qui, j'espère,
qu'ils ont pu trouver des ressources, qu'ils ont pu trouver des connaissances, qu'ils ont pu trouver des conseils qui peuvent leur aider dans l'amélioration ou dans la protection de leur sécurité. Le jeudi prochain, notre webinaire portera sur le data journalisme, le journalisme de données. Comment aider les journalistes à pouvoir récupérer les lacunes dans les statistiques gouvernementales, comment les aider à pouvoir faire des reportages en ayant recours aux données. Merci à tous, et si vous n'avez pas encore rejoint notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, c'est l'occasion. En fait, le lien a été envoyé dans la boîte de chat, et si vous allez sur Facebook, tapez juste seulement dans la boîte de recherche forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum qui est disponible en 5 langues, en arabe, en français, en anglais, en portugais et puis ensuite en espagnol. Merci à tous et bonne soirée. Merci, M. Djibril. Merci encore à tous les participants et à nos panélistes. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir.